Margot fait du sport et pour elle, le coach, c'est chasse gardée. Impossible de s'imaginer vivre une histoire avec lui. Pourtant, très vite, une attirance naît entre Margot et son nouveau coach, JB. Une relation commence, mais entre la distance géographique qui s'invite dans leur couple et l'ombre de l'ex de JB, leur histoire d'amour s'assombrit. L'histoire de Margot est la première partie d'une histoire en 2 parties. N'oubliez pas d'écouter le 2e épisode, raconté du point de vue de Sophie. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Jeanne-Marie Desnos. En 2018, je suis à Paris pour travailler. Je fais partie d'une équipe de rugby féminine à 7. Et en fait, en 2020, du coup, un nouveau coach arrive pour s'occuper de l'équipe, qui vient du sud-ouest. Il s'appelle JB. Il est assez grand, il est brun, barbu. Moi, je le trouve beau. Et surtout, en fait, il est facile d'accès. Enfin, il est très social, il est marrant. Mais on sait toutes dans l'équipe qu'il a une relation depuis longtemps avec une fille qui s'appelle Sophie. De toute façon, on a notre règle en interne de on se mêle pas avec les coachs parce que on veut pas qu'il y ait des histoires entre nous, des jalousies ou quoi que ce soit. Donc je montre rien du tout. Pendant 2 ans, on a une relation amicale et en fait, c'est en 2022, en septembre, où je suis en voyage au Vietnam et en fait, on commence à se parler beaucoup par message sur Instagram. Il est en voyage à New York pour le travail. Donc on est tous les deux sur un décalage horaire par rapport à la France et du coup on sert un peu de cette excuse pour justifier le fait qu'on se parle autant. Ça me paraît bizarre parce qu'on s'est jamais autant parlé auparavant. Je demande à une de mes copines du rugby d'enquêter un peu sur sa situation parce que ça me paraît un peu bizarre qu'il soit comme ça proche entre guillemets. Et en fait, en enquêtant, du coup, mon amie me raconte qu'en fait ça fait depuis mai qu'il est séparé de sa copine. Quand je rentre de voyage, on commence à se voir. Je sors d'une relation longue et du coup, je pense que j'ai besoin de temps pour me remettre dans une relation, à, entre guillemets, faire des efforts pour l'autre, à rencontrer la famille de l'autre, passer du temps avec les amis, etc. Et on en parle beaucoup. À chaque fois, il me laisse un peu parler. Je sais pas vraiment ce qu'il pense parce que chaque fois, il me dit « Ouais, je suis d'accord, c'est bien comme ça ». Et voilà, on s'engage assez peu, entre guillemets. Donc il est séparé de sa copine. Ils ont laissé l'appartement qu'ils avaient ensemble. Lui, il habite à ce moment-là chez son oncle. Et le plus souvent, en fait, c'est lui qui vient chez moi parce que c'est plus facile, j'habite toute seule et il n'y a pas l'organisation de voir si son oncle est là ou pas, etc. On se voit plusieurs fois par semaine. On se pose des règles un peu absurdes. On ne se voit pas 2 jours de suite pour pas trop s'habituer, pour pas avoir une relation trop forte. Il a pour projet de vivre dans le sud-ouest, de là où il vient, en fait, où il y a toute sa famille. Et avec son travail, il sait que son contrat va se terminer. Et du coup, en fait, il attend un peu d'avoir les conditions de départ pour pouvoir descendre et retrouver un travail dans le sud-ouest. Il est censé descendre à Noël. Donc on a commencé à se voir en septembre. On se dit, tant qu'il est à Paris, on se voit, et puis quand il partira, ou si même on veut arrêter à tout moment, ça s'arrête, on se prend pas la tête, on est, juste sex friend. Tout le temps qu'on passe, c'est du bon temps, parce que comme aussi, on se voit pas tout le temps, on n'a pas un quotidien ensemble, donc à chaque fois qu'on se voit pas, on se manque, après on est content de se revoir, du coup on fait des efforts quand on est ensemble, et en fait, du coup, ça se passe hyper bien. Pour un peu apprendre à se connaître et même pour s'amuser, on a un petit jeu un peu de chacun pose une question à l'autre de n'importe quel ordre. Vraiment, ça peut être quelle est ta plus grosse honte, ça peut être tout et n'importe quoi. Et il y a lui, des fois, qui me sort des choses comme je suis une mauvaise personne, je suis pas quelqu'un de bien. Et à chaque fois, du coup, j'essaie de lui poser la question. Je me dis mais pourquoi tu dis ça, c'est trop bizarre. Et en fait, il l'explique jamais. Et à chaque fois, il rebondit en disant une blague ou n'importe quoi. Et il me dit juste mais je sais, de toute façon, j'irai en enfer ou des choses comme ça, alors que il explique pas. Donc moi, je passe un peu au-dessus. Je me dis juste c'est sa façon de se voir et peut-être qu'il se dit qu'il a fait des erreurs dans sa vie et qu'il n'arrive pas à passer outre. 2 ou 3 mois après qu'on ait commencé à se voir, donc vers Noël ou quelque chose comme ça. Il vient chez moi. Et je le sens bizarre, j'ai l'impression qu'il est un peu distant, un peu énervé.
Je lui pose plusieurs fois la question, qu'est-ce qui va pas? Et à chaque fois, il me dit non, rien, non, rien. Bon, j'insiste et je lui dis, de toute façon, je te lâcherai pas tant que tu me diras pas. Et donc, il finit par me dire, en fait, j'ai appris aujourd'hui que je vais être papa. Je suis un peu choquée. Je pense qu'il se passe 3 secondes de blanc. Et je lui dis, mais comment ça, tu veux être papa? Et en fait, dans ma tête, c'est évident que du coup, c'est avec son ex. J'essaye de ne pas m'énerver. Je lui dis, mais du coup, est-ce que tu vas te remettre avec elle? Est-ce que, vous en êtes où de votre relation? Et en fait, il me dit, mais non, en fait, c'est une blague, je vais pas être papa. Je suis un peu choquée, donc j'insiste pas vraiment. Donc il est un peu en stand-by où il a plus vraiment de travail à Paris et il attend de voir dans quelles conditions il va partir et pouvoir descendre pour trouver autre chose. Cette deadline se décale à mars ou au printemps et au final ça arrive sur début de l'été. Donc toujours un peu cette deadline en tête où à chaque fois on se dit est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête là, et à chaque fois la réponse est toujours on continue. Un soir on est tous les deux chez moi. Il rentre de soirée, il est un peu éméché et il me dit il faut que je te dise quelque chose aujourd'hui, sinon j'oserais pas le faire, il faut que je te le dise maintenant quand je suis un peu bourrée. Je commence à m'inquiéter parce que je me dis ouais, ça va être un truc. En fait, je pensais forcément à un truc pas agréable qu'il allait m'avouer parce que plusieurs fois je lui avais demandé avant s'il s'était passé des choses avec des autres filles du rugby parce que je redoutais un peu ça, j'avais pas envie de faire des histoires. Et il finit par lâcher non, je t'aime. Je suis un peu choquée parce que je m'attends pas du tout à ce qu'il me dise ça. Et du coup, sur le moment, en fait, je crois que ma réaction, c'est de rigoler parce que je suis un peu gênée, étonnée. Et qu'en fait, j'ai besoin de réfléchir avant de dire des choses comme ça. Et que là, en fait, je suis pas prête pour ça. En juin, on se décide de faire un trip en vélo en Bourgogne, sur la route des vins et sur un morceau du canal de Bourgogne. Très chouette, sportif, on adore tous les deux. Et la semaine se passe super bien. Et je me rends compte qu'en fait, j'adore notre relation et que j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. J'ai plus envie de m'engager aussi parce que le temps est passé, parce que je trouve que notre relation en vaut la peine. Et on est ensemble, c'est un soir. Je sens qu'il a envie de me dire je t'aime. Et du coup, je le dis avant lui parce que j'avais envie qu'il sente aussi un retour. Et il me répond vraiment une phrase un peu bizarre. Tu veux vraiment me rendre fou ou quelque chose comme ça. Et sur le moment, je me dis mais pourquoi il me répond ça? C'est un peu bizarre. Mais je réagis pas vraiment en fait. Il déménage officiellement dans le sud-ouest à partir de l'été. Donc l'été, on se voit pas beaucoup parce que c'est une période où il a des missions du coup dans le sud-ouest. Tous les jours, on se parle par téléphone, soit on s'envoie des messages, soit on s'appelle, je pense au moins une fois par semaine. Et du coup, c'est lui qui instaure le sujet une fois où on est au téléphone en me disant en fait, je peux pas supporter de t'imaginer avec quelqu'un d'autre. J'ai besoin qu'on parle de ça. Moi, je voudrais qu'on soit exclusif. Moi, je l'étais déjà. De toute façon, je suis pas du tout dragueuse. Donc, j'ai tout de suite dit, oui, pas de problème. Je me dis, on fait un pas en avant quand même vers une relation plus sérieuse. Il continue de prendre des missions de temps en temps à Paris parce qu'il a pas énormément de travail dans le sud-ouest. Et on continue de se voir comme ça à distance. Où ça fait un peu des 2 semaines où il est dans le sud-ouest et 2 semaines où il vient à Paris, où du coup il reste chez moi. Quasiment on s'installe ensemble, quoi. Il a toutes ses affaires. Il me dit que quand il est dans le sud-ouest, du coup il vit chez ses parents. Et même quand on s'est au téléphone, je vois à quoi ça ressemble chez ses parents, quoi. Je vois comment c'est leur salon, je vois où c'est la chambre où il dort. Il a un appartement en commun avec son ex qu'ils avaient acheté ensemble quand ils étaient ensemble et qu'en fait la signature officielle a été beaucoup retardée et je crois qu'en fait ça s'est fait à l'été. Et du coup, ils étaient dans l'optique de le rénover et de le louer pour pas perdre d'argent et parce qu'aucun des deux n'était capable de racheter la part de l'autre. Je sais que plein de fois, il y va avec des amis pour faire les rénovations un peu lui-même pour que ça coûte moins cher. Donc en fait, je sais qu'il passe du temps dans cet appartement, je sais qu'il est amené à la voir, mais je décide de lui faire confiance parce que je peux pas faire autrement. De toute façon, on a une relation à distance, donc si je lui fais pas confiance, ça sert à rien de
de continuer. Et en fait, j'ai pas particulièrement de doute parce que j'ai l'impression que c'est très clair pour lui et que de toute façon, il fait ça pour pouvoir louer l'appart et s'en débarrasser, entre guillemets. Dès que je sors avec des amis, que je vais boire un verre, de n'importe quoi, en fait, ça me paraît évident que je l'invite. Donc, il fait vraiment partie de ma vie. Et en fait, l'inverse, c'est pas du tout réciproque. Je connais très peu de ses amis. À chaque fois que même si je vais, par exemple, le conduire au rugby pour un match ou quoi que ce soit, je le dépose devant les grilles, un peu à distance pour pas que les gens nous voient. Et du coup, je rencontre jamais, en fait, vraiment ses amis. J'ai l'impression qu'on a une relation un peu cachée, en tout cas de son côté, enfin, ou pas assumée. Au début, ça m'arrange un peu parce que je voulais pas de toute façon avoir une relation comme ça engageante. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça me pèse parce que j'ai l'impression que lui, il me prend mon quotidien, il me prend mon cercle d'amis, etc. Et en fait, moi, il m'apporte rien, entre guillemets. Et il me partage pas, il me prend jamais en photo. Il a rencontré mon père et puis après, au bout d'un moment, il parle régulièrement au téléphone avec ma maman quand je l'appelle ou quoi que ce soit. Et l'inverse, pas du tout. Moi, je connais pas du tout ses parents. Je suis jamais allée dans le sud-ouest. J'ai jamais même parlé au téléphone à sa famille. J'ai du mal en général à parler un peu de mes sentiments et je sais que ça me porte préjudice et qu'il faut le faire. Et du coup, quand on se dispute, j'ai tendance sur le moment à pas du tout chercher le conflit et à répondre de façon neutre et un peu expulser le sujet. Et par contre, je lui envoie un grand pavé par message pour lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. C'est un sujet qui revient assez souvent. Cette impression, en fait, qu'il ne m'assume pas et qu'il ne me présente pas à sa famille. Et à chaque fois que je lui parle de ça, lui, il me répond qu'il habite chez ses parents, qu'il n'a pas beaucoup d'intimité, que ce serait compliqué pour moi dans ce contexte et qu'il préfère attendre qu'il y ait de meilleures conditions. Et à chaque fois, il me rassure en me disant que c'est dans ma tête et que tout va bien et que c'est pas du tout une question qu'il m'assume pas. C'est juste que le temps passe, qu'on a une relation à distance et que c'est pas simple, mais qu'il y a pas de sujet pour lui, quoi. Ça me rassure. Même des fois, je me dis que je me monte la tête toute seule. Je montre les messages à ma sœur ou à d'autres gens en me disant est-ce que c'est moi qui me fais des films Et en fait, tout le monde est très rassurant en me disant mais non, tout va bien, regarde. En plus, forcément, il rajoute toujours une petite anecdote mignonne ou un petit mot mignon. Donc oui, ces messages sont hyper rassurants et je me dis que il a eu relativement peu de temps entre la fin de sa relation qui a duré très longtemps et nous. Et que du coup, il a aussi peut-être besoin d'un peu de temps quand même aussi pour digérer. Et du coup, j'essaie de lui laisser un peu d'espace. J'ai aussi une relation longue avant. Je sais que ça se termine pas comme ça du jour au lendemain et qu'on passe à autre chose et fin de l'histoire. Donc voilà, j'essaie d'être compréhensive. À l'été 2023, je travaille beaucoup. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure et là, je suis arrivée à un stade où j'ai pas mal de pression. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à manger. Je commence à faire comme un burn-out, en fait. Et bon, lui, il est hyper compréhensif, c'est un bon soutien. Du coup, je commence à chercher du travail ailleurs et j'en ai un peu marre de Paris. Donc, je tombe sur une offre qui correspond à mon profil, qui est basée à Barcelone. Donc, je commence à passer les entretiens. JB me suit complètement dans le projet. Il me dit que Barcelone, c'est super. À ce moment-là, il a toujours pas de travail fixe. Donc, il a encore du temps pour faire des allers-retours éventuellement pour venir me voir. Et il me dit que c'est pas un problème pour lui. Puis en fait, je suis prise pour ce travail à Barcelone. C'est un contrat de 2 ans. L'idée, c'est que on se retrouve au bout d'un moment parce que faire une relation à distance pour juste une relation à distance, s'il n'y a pas de plan après, en fait, ça nous pèse trop. Lui, il est sûr qu'il veut vivre dans le sud-ouest. Si on veut se rejoindre pour vivre ensemble, en fait, c'est là-bas et moi, ça me va. En octobre 2023, où ça fait 1 an qu'on a notre relation, je déménage à Barcelone. Je fais un peu une soirée de départ parce qu'en fait, c'était aussi la finale de la Coupe du Monde de rugby. On va à un lieu de soirée où on va souvent ensemble parce que l'équipe de rugby connaît bien les serveurs, etc. La plupart des amis du rugby, on est relativement discrets parce que, encore une fois, pas envie de faire les histoires, etc. Ça arrivait plusieurs fois, du coup, qu'on fasse des soirées à cet endroit et que devant les autres, en fait, on est assez amis,
amicaux, on montre pas trop. Et il y a des fois, c'est plutôt en fin de soirée où c'est lui qui vient me voir, il est un peu bourré. Et là, bah, du coup, il se laisse un peu aller. Et voilà, devant tout le monde, on s'embrasse, etc. Mais sinon, ouais, ces soirées-là, en fait, on se montre pas énormément. Cette soirée-là, du coup, on rentre 1h45, je crois, avant mon vol. Donc, il vient avec moi à Barcelone pour mon emménagement. Quand je suis à Barcelone, on continue un peu notre relation à distance. Il vient me voir entre 3 et 5 jours par mois, on va dire. J'aime bien cette relation où on a un peu d'espace personnel aussi à côté. Et en même temps, bah, du coup, quand on se voit pas, on se manque. Et quand on se retrouve, à chaque fois, c'est les effusions. Qu'à chaque fois qu'il s'en va, bah, je pleure. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on continue d'avancer parce que là, pour le coup, il n'y a pas ce besoin de se cacher de l'équipe de rugby ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, l'équipe de rugby avec laquelle je joue à Barcelone, tout le monde le connaît. Mes colocs, on abandonne un peu la relation un peu cachée d'avant et cette fois, c'est totalement officiel. Une fois, on marche dans la rue, on se tient la main et en fait, je vois une fille qui le regarde. Et lui, il se retourne sur elle. Trop bizarre. Et il me dit, bah ouais, quoi. Et comme je suis un peu choquée, je réponds pas vraiment. Sinon, vraiment, c'est le seul moment. Non, j'ai pas de doute particulier. Ma mère, au téléphone, elle le trouve fuyant. Bon, elle a eu une mauvaise expérience avec mon père. Et du coup, je pense qu'elle est assez méfiante. Et je me dis que c'est pour ça qu'elle me dit des remarques comme ça. Mais elle trouve ça bizarre, en fait, qu'il ait encore un appart en commun avec Sophie. Pour elle, il est pas clair, il est pas de confiance. Et après, bon, moi, je me dis, c'est une autre génération, ils comprennent pas aussi les relations un peu plus ouvertes, etc. Donc, bon, je laisse un peu tomber. Et puis, j'en parle aussi avec ma petite sœur qui, elle, est beaucoup plus dans mon sens en disant qu'il est trop cool, que il est hyper ouvert, que voilà, il est trop sympa et que même quand j'ai des doutes sur ses messages, je lui partage et à chaque fois, elle me disait souvent « Oh, t'as trop de la chance parce que vous communiquez carrément ». En septembre 2024, ça fait quasiment 2 ans qu'on a notre relation. Comme il a fait un bout de la Vélodyssée que moi j'avais fait avec une copine et du coup, il nous restait le morceau en fait Bretagne. Ces vacances-là, je les ai organisées quasiment toute seule. C'est moi qui me suis organisée pour nous trouver des vélos. J'ai réservé tous les Airbnb. Enfin, c'est un peu moi qui ai prévu les étapes, etc. Et du coup, je lui disais, mais pourquoi tu fais pas d'efforts? T'as pas envie de le faire? Enfin, avant même qu'on se retrouve, je suis un peu remontée contre lui. Et on en parle, en plus, au début, c'est les monts d'arrêt, donc ça monte beaucoup. C'est un peu un grand faux plat, c'est un peu l'enfer. Je lui dis en face, je suis un peu énervée, j'ai l'impression que tu fais pas d'efforts, j'ai l'impression que en fait, t'attends pas ces vacances-là, alors que ça fait 2 mois qu'on s'est pas vus. Et lui, il a toujours des excuses de j'avais beaucoup de travail, j'avais pas le temps d'y penser. En plus, il y a toujours les travaux de l'appart, donc j'ai trop de choses dans ma tête, j'arrive pas à m'en sortir, désolée, mais là, je vais faire les efforts. Et en fait, pendant ces vacances, il est beaucoup sur son téléphone. Je me prends à calculer combien de temps il passe sans me parler à être sur son téléphone pendant qu'on est au resto. Et c'est genre des 8 minutes de blanc où il est en train de regarder son téléphone, je sais pas ce qu'il fait. Et il a pas plus envie que ça de passer du temps avec moi, quoi. Et lui, à chaque fois, il s'excuse, il dit « Mais non, je suis désolée, c'est pour le taf ». Quand il prend sa douche, des trucs comme ça, il a confiance que je vais pas regarder, donc il s'en fiche. Mais il laisse traîner son téléphone, j'aurais pu. Mais je veux pas avoir ce type de relation, donc je décide de lui faire confiance. Mais c'est vrai que par contre, quand lui est sur son téléphone à côté de moi, bah je ziote. J'ai envie de savoir pourquoi il passe tant de temps avec son téléphone et... rien de particulier, il est en train de lire des actus ou n'importe quoi, mais la situation comme elle est, ça me plaît pas. Enfin, j'ai pas envie d'avoir une relation comme ça. Mais je me dis, bon, bah, c'est une fois comme ça, d'habitude ça se passe très bien. Peut-être qu'en effet, il est préoccupé. Je vais pas arrêter une relation parce qu'il est 5 minutes sur son téléphone tous les jours. On rentre le samedi soir à Paris à la fin de notre semaine de vacances. Il m'avait déjà prévenu en avance qu'il voulait absolument rentrer pour le samedi soir parce qu'il y avait l'anniversaire de son meilleur pote. Du coup, il m'a pas invitée. Et bon, bah, je dis rien parce que j'ai pas envie de faire un scandale, mais ça m'énerve. J'attends que ça lui vienne spontanément, j'ai pas envie de quémander et en fait, bah, il le fait pas et dans la voiture,
Je lui fais un peu un coup de stress en lui disant du coup je te dépose à ton anniversaire et après moi je remonte chez mes parents et après je rentre à Barcelone donc c'est la fin de cette fois-là quoi. Il me dit mais non c'est pas la dernière fois qu'on se voit maintenant là va chez mon oncle et puis je te rejoins après la soirée et on repasse encore une dernière nuit ensemble et tu pars demain et tout. Et du coup, je lui dis bah non, je vais pas t'attendre. Tu rentres bourré à je sais pas quelle heure juste pour dormir ensemble et que demain je m'en vais quoi. Et même je lui lâche parce que je suis énervée. Je lui dis mais en fait tu vas vraiment pas m'inviter à cette soirée quoi. Enfin, et du coup il me dit mais si, mais bien sûr que t'es invité, mais je pensais pas que tu voulais. Je lui dis bah moi j'ai envie de rencontrer des amis. Je pensais qu'on était à ce stade de relation où ça pouvait être naturel. Un peu le couteau sous la gorge, j'ai fini par m'inviter. Et donc du coup au final je reste, en fait j'avais un plan d'aller faire un barbecue avec des copines, donc je le rejoins mais assez tard, je pense qu'il est déjà 1h30 du matin ou quelque chose comme ça. J'agis complètement normalement, enfin je l'embrasse devant tout le monde, c'est mon copain quoi. Et en fait pendant la soirée, il y a un moment bizarre, il y a un autre ami de JB qui me dit au début j'ai peur de faire une gaffe mais du coup j'ai vu ta sœur tout à l'heure. Je dis bah non, enfin évidemment qu'il a pas vu ma sœur, elle habite pas du tout à Paris. Enfin. Et du coup à ce moment-là, il y a JB qui lui dit mais non, n'importe quoi, je suis plus avec elle, c'est elle ma nouvelle madame ou quelque chose comme ça. Je dis bon bah au moins il a mis les choses au clair, bon peut-être que le mec a pas compris l'histoire. Enfin. Et aussi pendant la soirée, donc on était en train de s'embrasser, de danser ensemble avec JB et il y a son meilleur pote qui lui met une tape derrière la tête. Je me dis mince, pourquoi il fait ça, c'est bizarre. Je me dis bon bah ça doit être un jeu entre eux, juste il fait ça pour l'embêter. Et en fait à la fin du coup de cette soirée, je le vois qui dit au revoir du coup à son meilleur pote et je sens que je sais pas, ça dure un peu trop longtemps et en fait je vois son meilleur pote qui se tient les mains, enfin la tête dans les mains et JB qui lui fait un signe tais-toi quoi. Et je me dis, mince, c'est trop bizarre. Et du coup, quand il me rejoint dans la voiture, après, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là et tout, c'était bizarre, non? Et JB me répond qu'il voulait juste pas qu'il parte, que ça soit la soirée d'anniv et qu'il avait envie qu'il reste plus. Donc, bon, bah, je reste là-dessus, même si ça me paraît bizarre sa réaction de faire tais-toi, tais-toi. J'en demande pas plus, même si sa réponse me paraît douteuse. Et donc, on rentre et on est allongé en fait dans le lit. J'ai la tête sur son torse et du coup je vois qu'il est sur son téléphone. Donc j'ai toujours ce truc de zioter un peu. Je le vois envoyer à Sophie bonne nuit à demain. Je m'énerve tout de suite en me disant mais qu'est-ce que tu fais et tout, pourquoi tu envoies ça, enfin. Et je m'en vais tout de suite avec la couette pour dormir sur le canapé. Enfin vraiment je suis hyper énervée. Vu que j'avais un peu cette accumulation sur toute la semaine des petits trucs qui allaient pas et la cerise sur le gâteau entre guillemets. Et lui il me dit tout de suite mais non c'est juste qu'elle vient me chercher demain à la gare, elle aussi elle a quelqu'un, notre relation est hyper claire, bien sûr que le deuil il est fait. Donc ces paroles sont extrêmement rassurantes, sauf que je lui en veux, j'arrive pas à le croire et je suis trop énervée en fait. J'ai l'impression que du coup les doutes, ce que ma mère me disait, enfin tout ça un peu viennent se mêler à ça et me confirme qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche quoi. Et en fait il me rejoint et il dort sur un fauteuil à côté de moi et plein de fois dans la nuit du coup il relance un peu la discussion en me disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux te dire pour te rassurer, parce que moi là je suis vraiment extrêmement fermée et je lui dis mais en fait c'est terminé, je veux plus parler avec toi, je peux pas te faire confiance, on a une relation à distance, j'ai essayé de faire tout pour te laisser de l'espace et voilà te donner ma confiance et en fait là ce que tu fais ça colle pas quoi. Tu m'as toujours dit que vous aviez le minimum de relations possible, que c'était vraiment juste pour des soucis d'organisation, t'as pas d'autres amis qui peuvent venir te chercher à la gare, je peux pas gober ça quoi. Et du coup, à un moment, je me lève pour aller vomir. Je suis dégoûtée, en fait. Je me dis, leur relation, elle est pas claire. Et j'ai toujours un peu pensé, vu qu'il m'assumait pas trop, etc., que lui, il aimerait bien revenir, mais que c'est elle qui bloquait. Et ouais, que c'était pour ça, en fait, qu'il me présentait pas trop. Comme ça, si jamais elle revenait un pas vers lui, et ben, ce serait plus facile pour lui de revenir. Du coup, le lendemain, c'est hyper froid. Je fais mes affaires, il fait ses affaires, on se parle pas, en fait. Je monte dans ma voiture et puis je laisse le coffre ouvert pour qu'il mette ses affaires et que je le conduise à la gare. Enfin, c'était un peu le rituel et bon, je suis très froide, mais je me dis bon, je vais quand même le déposer à la gare.
Il vient taper à la vitre, il me dit non mais c'est bon, j'y vais à pied si tu veux. Je dis bah viens, de toute façon je passe devant, c'est bon. Et donc il monte dans la voiture, je l'emmène à la gare et puis je le dépose devant la gare de RER. Et puis je lui dis un peu ironiquement bonne continuation. Et il me dit mais me dis pas ça, c'est horrible et tout. Il essaie de me faire un bisou et je le repousse, je lui dis bah non en fait ça sert à rien. Et il descend de la voiture et après du coup moi je regarde quand même dans le rétroviseur, il se retourne même pas. Je le bloque directement sur tous les réseaux sociaux. Je sais que je vais vouloir après en reparler, essayer de renouer le lien, mais là j'essaie de m'en empêcher moi-même parce que je trouve qu'il a vraiment pas été honnête avec moi et que c'est pas pardonnable comme ça aussi facilement. Le lendemain ou le surlendemain, je rentrais à Barcelone. Il se passe une semaine où du coup j'ai pas de nouvelles parce que de toute façon il est bloqué. Et en fait je cogite énormément, je suis pas bien. Je me dis si ça tombe en fait je suis partie trop loin et ils sont vraiment juste amis et moi j'ai pété un câble et ça valait peut-être pas la peine de se mettre autant dans un état pareil. J'en parle beaucoup autour de moi à mes amis etc. parce que je suis pas bien. Et en fait plusieurs de mes amis me disent envoie un message à son ex comme ça au moins tu seras fixé quoi. J'ose pas envoyer à Sophie parce que je sais pas où elle en est dans sa vie, je sais pas si elle sait que j'existe. Je veux pas la mettre devant le fait accompli si c'est un truc aussi horrible que ce que pensait ma mère ou quoi. Je trouve le compte Instagram ce que je pensais être une copine à eux parce que je vois que sur son compte ouvert, elle a des photos avec JB et avec Sophie ensemble. Donc je me dis je vais envoyer un message à cette fille et comme ça elle saura quoi faire. Et donc je lui envoie un message sur Instagram et le lendemain on s'appelle. Et du coup elle me dit mais t'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? Enfin au début elle est un peu remontée. Et du coup je lui dis je suis désolée je vais y aller direct mais est-ce que Sophie et JB ils sont ensemble ? Et elle me dit oui ça fait 11 ans qu'ils sont ensemble, que ça fait 1 an et demi qu'ils sont fiancés. Et d'ailleurs en fait Sophie c'est pas ma pote, c'est ma sœur. Et je suis complètement choquée donc je pense qu'il y a un petit blanc. Je lui dis mais en fait je suis vraiment désolée mais ça fait 2 ans que j'ai une relation avec JB quoi. Et du coup c'est un peu blanc de son côté, je pense qu'elle est choquée. Elle me dit mais pourquoi tu t'es mis avec lui s'il avait quelqu'un ? Et je lui dis mais moi il m'a toujours dit qu'il était séparé en fait. Et au fur et à mesure qu'elle comprend, elle se calme un peu, elle me pose des questions depuis combien de temps. Et au bout d'un moment, elle me dit en fait ces questions je vais les poser directement à JB et puis du coup elle appelle JB apparemment. Et un peu plus tard, elle me renvoie des messages en me posant des questions. Je lui dis si tu veux on se rappelle. Donc on se rappelle, elle me dit que en fait elle lui a donné mon prénom et elle lui a dit c'est qui ? Et il a tout de suite balancé en fait. Mais apparemment il lui a dit que c'était un truc qui était terminé depuis un moment. Le soir même, elle force JB à le dire à Sophie. Ce soir même où Sophie a dû se prendre cette claque dans la tronche, elle m'appelle. On s'explique, on croise des infos parce que moi du coup la dernière info que j'avais eue de JB c'était non on est juste amis, elle vient juste me chercher à la gare et elle a quelqu'un. Et du coup là on se met les choses au clair, on se parle très honnêtement dès le début alors que moi j'avais trop peur que du coup elle me déteste, elle me parle super mal parce que j'aurais compris. On rigole même un peu tellement c'est un peu nerveux. C'est super dur parce que du coup j'ai l'impression qu'en lui donnant des infos je lui plante un couteau dans le ventre. En même temps elle me dit toujours mais dis-moi tout, je veux savoir etc. Et en même temps moi aussi j'ai envie d'avoir ces infos même si elles me font du mal parce que je veux quand même savoir. Et puis voilà après on se raccroche et en fait je me sens presque mieux parce que au moins je sais. Je me dis toutes les fois où il me disait je suis quelqu'un de mauvais, le fait que il me présente pas, tous les doutes que j'avais, je me dis c'est évident en fait, c'était pour ça. Tous les red flags que j'avais vus, que j'ai pas voulu écouter parce que je me disais mais non, faut lui laisser du temps. En fait, j'aurais dû.
Il y a plein de choses qui s'expliquent et par exemple le fait qu'en soirée il soit un peu distant, etc. Et moi je pensais que c'était par rapport à l'équipe de rugby, mais en fait je me rends compte que c'est que des fois la sœur de Sophie était dans les mêmes soirées et qu'en fait s'il restait distant c'était pour pas qu'elle nous crame et que c'est pour ça qu'en fin de soirée quand il était bourré il était plus tactile et il venait me voir. Et en fait c'est juste que à ce moment-là la sœur de Sophie était partie et que du coup il pouvait se le permettre. Par exemple, à la soirée de départ avant que je parte à Barcelone, c'était le cas, la sœur de Sophie était à la soirée et il devait complètement se gérer en fonction d'elle, quoi. J'envoie un message à l'équipe de rugby, donc je leur dis très clairement, voilà, en fait, je viens de découvrir que JB, il est depuis tout ce temps avec sa copine, il nous a dit que c'était son ex. S'il y en a d'autres avec qui il y a eu des histoires, en fait, j'aimerais bien savoir et qu'on puisse lui balancer ça, quoi. Et du coup, il y a 2 filles qui me répondent que oui, elles avaient déjà couché avec lui en soirée. Donc une où ça s'est passé bien avant moi et une où c'était à peu près en même temps que nos débuts. Et même cette fille, elle m'envoie un de leurs messages à l'époque où en fait, il a envoyé une photo d'un bracelet cassé dans son lit en lui demandant « bah c'est à toi ça ?» Et elle lui avait répondu quelque chose genre « non, ça doit être une autre shop ». Et en fait, ce bracelet-là, bah c'était à moi. Il avait une équipe de rugby à ses pieds, il a profité, et puis voilà, moi j'ai été celle qui a duré le plus longtemps, mais ça a commencé comme ça, quoi. Un mois après la découverte du message et du coup après que l'histoire éclate, je reçois une lettre à mon travail de JB. Ça me replonge dans l'histoire et bon, je me dis est-ce que je l'ouvre maintenant, mais en même temps je vais pas réussir à travailler sans l'ouvrir, mais je vais pas réussir à travailler une fois que je l'aurai ouverte. Enfin, bon, je l'ouvre et il m'a écrit une lettre pour me dire qu'il est mal avec le fait que les dernières paroles que j'ai eues avec lui c'était bonne continuation, qu'il arrive pas à se regarder dans un miroir, que après il va pas repasser du temps à expliquer pourquoi il en est arrivé là puisque je le fais déjà avec Sophie. Et après, bon, il passe des moments qu'on a passés ensemble. Voilà, il fait un petit speech en me disant que qu'il espère que ça passera et qu'on arrivera à se revoir avec plus de recul, quoi. Il y a quelque chose qui me choque dans sa lettre, c'est qu'il a écrit « Je n'ai pas su faire un choix entre 2 personnes qui m'aimaient et qui m'aiment encore ». Ça me choque parce que je me dis déjà, qu'est-ce qu'il en sait qui m'aime encore ? Et surtout, qui tourne ça envers lui ? Enfin, pourquoi il dit pas que j'aimais et que j'aime encore. Pour moi, ça montre à quel point il est égocentrique. Il a vraiment besoin de cette attention qu'on lui a apportée et que, en fait, une seule, c'est pas assez. Et toute sa lettre, il est centré sur sa peine à lui. C'est juste pour lui, pour se justifier, essayer de dédramatiser la situation et que je le vois moins mauvais. Mais sinon, à moi, ça m'apporte rien, sa lettre. Il m'explique rien, il s'excuse même pas. Je réponds pas à la lettre, en fait je veux de toute façon couper les ponts avec lui, j'ai pas besoin de lui parler, j'ai pas envie parce que j'ai peur qu'il me retourne encore le cerveau et qu'il arrive à me faire changer d'avis sur lui et à retourner la situation. Donc moi je coupe totalement les ponts avec lui. Son dernier moyen, c'est qu'il vient à Barcelone. En fait à ce moment-là, moi je suis à Paris et du coup je reçois un vocal de mon coloc qui me dit « Ah mais je crois que je viens de croiser ton ex dans la rue ». J'ai dit, mais tu dois te tromper, c'est pas possible. Et 5-10 minutes plus tard, il me renvoie un vocal en me disant, non, c'est lui, je lui ai parlé, il voulait monter dans l'appart, donc je lui ai dit non. Et il me dit, je crois que en fait, il attend là depuis ce matin que tu sortes pour aller au travail. Après, j'hésite à envoyer un message à mes collègues, parce que je me dis, s'il me voit pas là, il sait aussi où je travaille. Et au moment où j'hésite à envoyer un message à mon collègue, j'ai mon collègue qui m'envoie, il ressemble à quoi ton ex ? Et là, je me dis, waouh. Je sais qu'il est à Barcelone, mais je renvoie toujours rien parce que j'ai pas envie qu'il gagne, entre guillemets. Une fois, je sais pas si c'est bien, mais du coup, j'envoie à Sophie et qu'il est à Barcelone devant chez moi. Et c'est elle, je crois, qui lui envoie un message et qui lui dit ça se passe bien, Barcelone. Et du coup, il a quand même le culot de lui répondre. Elle m'a envoyé le screen de lui dire ah bah d'ailleurs, si vous êtes en contact, tu peux lui dire que j'aimerais bien lui parler. Vraiment pas gênée. Quand il vient à Barcelone, c'est un jeudi. Et du coup, je sais que ce week-end-là, il est à Paris et je suis aussi à Paris.
Et je me dis, est-ce que c'est le moment de se voir? Et au moins, je le choisis. Et je retombe pas sur lui à un moment où je veux pas, à Barcelone. J'ai pas envie qu'il traîne devant chez moi. Ça me trotte un peu pendant tout le week-end, sachant que je suis en week-end avec des potes qui m'annoncent qu'elles vont se marier. Enfin, il y a plein de bonnes nouvelles et moi, je suis avec ça dans la tête et j'ai pas envie d'embêter le monde. Et c'est un week-end un peu bizarre. Le dimanche soir, je suis pas bien et là, j'éclate un peu. Et j'en parle avec mes copines de qu'est-ce que je fais en fait. Et donc du coup, sur le faut mieux avoir des remords que des regrets, on se dit bon bah vas-y. Donc je lui envoie un message. Tout de suite, il me répond bah oui, dis-moi où et je te rejoins. Et en fait, on marche le long du canal. Au début, en fait, je le laisse parler parce que bah je suis énervée. En fait, j'ai pas envie d'être là de toute façon. Donc je laisse un peu galérer. Et au début, il me joue un peu du violon en me racontant que du coup, il est venu à Barcelone avec des fleurs, qu'il a fait 15 heures de bus pour me croiser, qu'il m'a pas vue, que du coup, il a fini par donner des fleurs à une petite mamie à l'arrêt de bus, trop mignonne, parce que bah il s'est rendu compte qu'il allait pas me voir. Il est un peu lyrique. Moi, je rigole un peu parce que je me rends compte à quel point, en fait, il est prêt à tout pour essayer de retourner la situation et de pas paraître le salaud entre guillemets dans l'histoire. Pour moi, c'est genre le personnage entier qui va pas du tout. C'est pas le fait qu'il va me ramener des fleurs que d'un seul coup ça va changer cette avis, quoi. Il fait quand même un petit speech pour essayer de me récupérer, quoi, en disant que son plus grand regret c'est de pas l'avoir quitté il y a 2 ans. Et après, bah, il remémore aussi des choses qu'on a vécues. Moi, vraiment, à ce moment-là, je vois son vrai visage et vraiment, ça me paraît tellement grossier que, en fait, je rigole un peu devant lui parce que. Enfin, je me moque de lui, mais vraiment de sa façon de toujours tourner les choses vers lui. Et en même temps, je me dis, de toute façon, je m'attendais à quoi? On se dit au revoir. Et il ouvre les bras pour me faire un câlin. Donc, je le regarde un peu de haut en bas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, allez, s'il te plaît. Je finis par lui faire un câlin super froid, comme s'il y avait 1 mètre de distance entre nous, comme des 6e à la boum, quoi. Je suis partie, je me suis dit, te retourne pas. J'ai presque envie de courir en sens inverse et de m'excuser d'avoir rigolé, d'avoir été froide. J'ai l'impression d'être la méchante à ce moment-là, alors que je me remémore toutes les choses mal qu'il a faites. Et du coup, je marche vers le métro sans me retourner parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire. C'est dur de voir qu'à chaque fois qu'on peut avoir un lien, en fait, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de presque d'excuser, enfin... soulagée en même temps que j'ai mis au clair avec lui que moi je veux plus rien. Je referme cette page, quoi. Avec Sophie, on se soutient régulièrement. Au moment où on cherchait un peu le vrai du faux, il y a une part de nous qui, enfin en tout cas moi, qui avait envie un peu aussi de se dire c'était moi la préférée. Mais voilà, une fois que le masque est un peu tombé et que je me rends compte que c'est vraiment, il vaut pas la peine, bah en fait je suis contente de l'avoir connue, je suis contente qu'elle ait bien accueilli le fait que je lui annonce ça et que du coup on arrive à se croiser les infos, etc., à se parler très honnêtement, même si des fois il y a une qui a, je sais pas, un coup de mou ou quoi que ce soit. Moi ça m'arrivait du coup de envoyer un petit message un peu de girl power où je me dis si moi ça va pas trop, c'est aussi peut-être qu'elle ça va pas. Et en fait plein de fois du coup on s'est remercié parce que je pense que c'est grâce à ça déjà qu'on c'est la vérité. C'est aussi en se soutenant, etc., que je pense qu'on s'en est remis un peu plus vite. Ça donne une motivation supplémentaire. Je me disais, si elle est capable, je peux le faire aussi, quoi. C'est un peu un modèle, entre guillemets, parce que je trouve qu'elle a vraiment réagi avec énormément de recul, qu'elle a été hyper forte, qu'elle a été hyper mature, et ça me faisait un peu relativiser sur ce que je vivais aussi moi-même. Et ça m'aidait de voir qu'on passait un peu par les mêmes étapes et on se soutenait, quoi. Je pense que c'est important d'en parler. Déjà, de nous en parler entre nous et d'avoir les informations. Ça nous fait dédramatiser. Et puis, c'est un peu symbolique aussi qu'on veut sortir quelque chose un peu de positif de tout ça. Qu'on fait ressortir un peu la sororité et un peu aussi le fait que là on change de camp et tout ça, parce que c'est vrai que quand on découvre ça on se sent hyper bête et en même temps on se dit on peut pas s'imaginer tout le temps des scénarios comme ça, sinon on vit pas, quoi. Donc pourquoi ce sera à nous de cacher les choses, c'est lui qui devrait avoir honte.
Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.